Une frame contient toujours une adresse MAC. Il est donc possible de trouver l'adresse IP associée à l'adresse MAC. Par exemple, quand on fait un ping, l'adresse MAC qui est associée à l'adresse IP du ping est incluse dans le champ de la MAC adresse de destination de la frame. Pour trouver une adresse MAC à partir d'une IP, on utilise un protocole de couche 2 qui se nomme ARP. ARP fournit deux services. Il permet d'effectuer une résolution de l'adresse, c'est-à-dire qu'il mappe les adresses IP qui correspondent aux adresses MAC. Et il stocke en local les adresses MAC qui sont apprises par ce protocole. Pour trouver une MAC adresse, ARP envoie un message en broadcast à tous les périphériques du même réseau. Ce message comprend sa propre adresse IP et l'adresse IP de destination. Le périphérique qui se reconnaît répond alors avec sa propre adresse MAC. Et à la réception de cette réponse, l'expéditeur met à jour sa table de correspondance. ARP est un protocole de couche 2, ce qui signifie que sa portée est limitée au LAN local. Nous allons maintenant voir son fonctionnement pour résoudre une adresse MAC d'une adresse IP appartenant au même réseau. Sur cette topologie, nous avons deux sous-réseaux. Le sous-réseau de gauche est le 192.168.1.0 avec un masque en /24, 3x255.0. Et à droite, nous avons le 192.168.2.0 avec le même masque. Admettons que le PC, qui vient juste d'être démarré, et donc sa table ARP est vide, souhaite connaître la MAC adresse de l'IP de l'imprimante pour commencer une communication. S'il ne la connaît pas, il va diffuser un broadcast sur tous les périphériques du même sous-réseau pour demander à qui appartient l'IP 192.168.1.20. L'imprimante qui se reconnaît va lui répondre avec une frame unicast en lui indiquant sa MAC adresse. Maintenant, que se passe-t-il si le PC souhaite communiquer avec un périphérique ne faisant pas partie du même sous-réseau? Par exemple avec le serveur. Eh bien, grâce au masque de sous-réseau, il va tout de suite voir que le serveur ne fait pas partie de son propre réseau. Il enverra donc les données directement à la passerelle par défaut, c'est-à-dire à la patte du routeur qui porte l'IP en point 254. La passerelle par défaut, qu'on appelle aussi gateway, se configure directement sur le PC. Comme le PC vient d'être démarré, il ne connaît pas non plus l'adresse MAC de sa gateway. Il va donc envoyer de nouveau un broadcast pour la trouver, et le routeur va lui répondre directement avec une frame unicast. C'est donc le routeur qui se chargera d'effectuer la communication entre les deux sous-réseaux. Si le PC souhaite communiquer avec le serveur, son en-tête IP contiendra l'adresse IP du serveur dans le champ de l'IP de destination et l'adresse MAC du routeur dans le champ de la MAC adresse de destination. Chaque périphérique IP maintient une table en mémoire, c'est la table ARP. Le but de cette table est de mettre en cache les adresses IP et les MAC adresses. La commande ARP-A permet d'afficher la table ARP. Dans l'exemple, on le fait sur le PC. Lorsqu'un hôte souhaite transmettre des données à un autre sur le même réseau, il recherche la table ARP pour voir s'il y a une correspondance. S'il existe une entrée, elle sera utilisée. S'il n'y a pas d'entrée, l'hôte IP enverra une demande de résolution ARP en broadcast. Le fait de mettre en cache cette correspondance IP-MAC permet de diminuer les requêtes ARP en broadcast. Car sans le cache ARP, chaque hôte devrait envoyer un broadcast à chaque fois qu'il souhaite communiquer avec un autre. Dans la sortie de la commande ARP-A, on voit qu'il est très facile de localiser la correspondance entre l'adresse IP et l'adresse MAC. Cette table est maintenue de manière dynamique sur chaque périphérique du réseau. Ces entrées expirent après 300 secondes, c'est la valeur par défaut. Ce délai très court permet d'avoir une table avec très peu d'informations obsolètes. Si aucun appareil ne répond à une requête ARP, alors le paquet sera supprimé. Car une entrée dans la table ne peut pas être créée sans l'adresse MAC de destination. Et pour afficher la table ARP sur un routeur, il faut utiliser la commande show IP ARP. Il est même possible de limiter la sortie avec des options comme l'IP adresse, l'hostname, la MAC adresse ou le type d'interface. Le PC est capable de communiquer directement avec l'imprimante car ils sont sur le même réseau. Par contre, si le PC souhaite communiquer avec le serveur qui ne fait pas partie du même réseau, alors il devra envoyer les données directement à sa passerelle par défaut, la gateway. Et c'est elle qui se chargera de transférer les données vers le serveur. La passerelle par défaut est nécessaire pour envoyer un paquet hors du réseau local. Comme la partie réseau de l'adresse du serveur est différente du réseau du PC, alors le paquet doit être acheminé en dehors du réseau d'origine. Il doit être envoyé à la passerelle par défaut.
La gateway, c'est une interface de routeur connectée au réseau local. Et cette interface porte une IP qui correspond au sous-réseau auquel elle appartient. La livraison de paquets dot à hot comporte une série de processus. Nous allons les voir en détail lorsque le PC communique avec le serveur qui se trouve sur un autre sous-réseau. Le PC souhaite envoyer ses données au serveur. L'application qui gère ces données n'a pas besoin d'une connexion fiable, et elle va donc utiliser le protocole UDP. UDP prépare donc son en-tête et passe la PDU au protocole IP en lui disant qu'il souhaite envoyer ses données au serveur. Lorsque le PC analyse l'adresse de destination, il s'aperçoit qu'elle ne fait pas partie de son sous-réseau. Il va donc l'envoyer à sa passerelle par défaut, qui est l'IP du routeur local, la 192.168.1.254. Le protocole IP encapsule la PDU dans un paquet de couche 3 et la transmet à la couche 2 avec comme instruction de la donner à la passerelle par défaut. Le souci, c'est que le PC n'a pas la MAC adresse de sa gateway. Pour distribuer le paquet, le PC a besoin de l'adresse MAC de la passerelle par défaut. Et la table ARP du PC n'a aucune entrée. Le PC doit donc d'abord résoudre ce problème avant de continuer. Le paquet est pour l'instant mis en attente jusqu'à ce que le PC obtienne cette MAC adresse. Le PC va utiliser le protocole ARP pour demander au routeur la MAC adresse de sa gateway. Quand le routeur reçoit cette requête, il voit qu'à l'intérieur du paquet ARP, qui vient de son port FA00, il y a la MAC adresse source du PC. Il en profite donc pour remplir sa propre table ARP. Désormais, le routeur sait que l'IP 192.168.1.10 correspond à la MAC adresse qu'avec des A. Le routeur traite ensuite la requête ARP en répondant au PC qu'il est bien le 192.168.1.254 avec une MAC adresse qu'avec des C. Le PC reçoit bien la réponse ARP à sa propre demande et les ajoute à sa table ARP. La frame qui était en attente est envoyée avec l'adresse IP et la MAC adresse source du PC. L'adresse IP de destination est bien celle du serveur de l'autre sous-réseau, mais par contre, et c'est là où il faut faire attention, l'adresse MAC de destination est celle de la passerelle par défaut. Ce n'est pas celle du serveur. L'adresse MAC de destination est celle de la passerelle par défaut. Lorsque le routeur reçoit cette frame, il reconnaît bien son adresse MAC et traite le paquet. Comme l'adresse IP de destination lui est inconnue, il passe le paquet à son processus de routage, qui va tenter de trouver une correspondance dans sa table de routage. Dans cet exemple, le réseau de destination lui est directement connecté. C'est pourquoi le paquet sera routé directement par l'interface Fast Ethernet 01. Ensuite, le processus reste identique qu'au début, c'est-à-dire que le routeur va envoyer une requête ARP pour trouver la MAC adresse qui correspond à l'IP de destination, celle du serveur. L'entête sera donc modifiée et cette fois-ci le paquet parviendra sans problème au serveur. Vous pouvez remarquer que le routeur modifie les adresses MAC source et destination tandis que les adresses IP source et destination restent les mêmes. Quant au switch, lui, il ne modifie en rien le paquet. Lorsqu'il le reçoit, il doit le renvoyer sur le bon port selon sa table de MAC adresse. Dans ce cours, nous allons voir en détail les différents process pour dépanner un réseau. Sur cette topologie, le PC ne peut pas communiquer avec le serveur qui se trouve sur un réseau distant. On va voir 4 étapes de dépannage qui sont recommandées de faire à partir du PC. Tout d'abord, on commence par essayer de pinguer l'adresse de bouclage. Pour ça, il faut ouvrir une fenêtre d'invite de commande et faire un ping de l'IP 127.0.0.1. Cette IP est l'adresse de bouclage. Elle permet de tester le protocole TCP de sa propre machine. Si le ping réussit, c'est que la pile TCP fonctionne. Et en cas d'échec, c'est qu'il y a une défaillance TCP/IP, et dans ce dernier cas, il faudrait voir à réinstaller ou réinitialiser la carte réseau du PC. Ensuite, on peut essayer de pinguer l'hôte local, c'est-à-dire sa propre IP. Dans l'exemple, il s'agit de l'IP du PC, qui est la 192.168.1.1. Si le ping réussit, c'est que la carte réseau du PC fonctionne parfaitement. La pile TCP/IP peut communiquer avec la carte réseau à travers son pilote. Si le ping échoue, faudrait probablement revoir en détail les paramètres TCP/IP du PC. Si le problème n'a toujours pas été ciblé, on peut tester un ping vers la passerelle par défaut, c'est-à-dire la gateway. En principe, il s'agit de l'IP de l'interface du routeur.
Sur cette topologie, c'est l'IP 192.168.1.254. Si le ping fonctionne, c'est que la carte réseau est bien connectée au switch et qu'elle peut communiquer correctement avec son propre réseau local. Et si le ping échoue, c'est qu'il y a un problème en local qui pourrait être n'importe où entre le PC et le routeur. Si les trois premières étapes réussissent, alors qu'il y a toujours un problème de communication entre le PC et le serveur, on peut tester directement un ping de celui-ci. C'est-à-dire qu'à partir du PC, on lance un ping 192.168.2.1. Dans l'exemple, on voit que le ping fonctionne parfaitement. Cela veut dire que la communication IP entre le PC et le serveur distant est bonne. Le réseau physique distant fonctionne. Si toutes ces étapes sont correctes et qu'il y a toujours un problème de communication avec le serveur, c'est qu'il y a probablement un problème de résolution de nom. Dans ce cas, il faudrait penser à vérifier les paramètres DNS. Le principal objectif d'un admin réseau est de s'assurer que les équipements réseau fonctionnent convenablement. On va voir les principales commandes qu'il faut connaître pour dépanner au mieux le réseau. La commande ping permet de tester l'accessibilité d'une autre machine à travers un réseau IP. Elle mesure également le temps qu'elle a mis pour recevoir la réponse. C'est ce qu'on appelle le RTT, qui se traduit en français par le temps aller-retour. Cette commande utilise une requête ICMP request et attend une réponse ICMP reply. Un envoi répété permet d'obtenir des statistiques pour déterminer le taux de paquets perdus et le délai moyen de réponse. La commande traceroute ou tracert sous Windows est une commande qui permet de suivre les chemins qu'un paquet IP va prendre pour aller d'un point à un autre. Les paquets IP sont acheminés vers la destination en passant d'un routeur à un autre. Chaque routeur examine sa table de routage pour déterminer le routeur suivant. La commande traceroute va permettre d'identifier les routeurs qui ont été traversés et d'indiquer le délai entre chacun des routeurs ainsi que les éventuelles pertes de paquets. Ces informations sont très utiles pour diagnostiquer des problèmes de routage comme des boucles, c'est-à-dire des paquets IP qui tournent en rond. La commande ARP-A permet d'afficher la correspondance entre les adresses IP et les MAC adresses sur un PC. La commande showIP-ARP est identique à un ARP-A, sauf qu'elle s'exécute sur un routeur Cisco et permet d'afficher aussi la table ARP. ipconfig ou ipconfig/all est un utilitaire de ligne de commande disponible sur toutes les versions de Windows. Il permet d'obtenir les paramètres IP d'un PC. L'option /all à la fin de la commande ipconfig permet d'afficher l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut pour toutes les cartes réseau physiques et virtuelles. Elle affiche même les paramètres DNS. La commande Telnet est une application qui permet de se connecter sur des périphériques distants. Telnet et même SSH sont des protocoles de terminaux virtuels qui font partie de la suite TCP/IP. Ils permettent d'établir des connexions d'un périphérique réseau à un ou plusieurs périphériques distants. Pour se connecter à un hôte qui prend en charge Telnet, il faut utiliser la commande Telnet plus l'IP de l'hôte à connecter. Et SSH est le remplaçant de Telnet qui lui est beaucoup plus sécurisé, car la communication entre le client et serveur est cryptée. Il existe deux versions de SSH, SSH v1 et SSH v2. Le mieux est d'utiliser SSH v2, car il utilise un algorithme de cryptage beaucoup plus amélioré. Pour démarrer une session cryptée avec un périphérique réseau à distance, il faut utiliser la commande SSH plus l'hôte à connecter.